Bonjour à tous. Il y a très longtemps, pas dans une galaxie lointaine, mais en tout cas à Paris, il y avait un jeune garçon, c'était moi. Je n'aimais pas l'école, je ne la comprenais pas, elle ne me comprenait pas. J'étais un de ces garçons que vous connaissez, ou filles, qui est dans le fond de la classe à côté du radiateur et qui a avertissement de travail, avertissement de conduite chaque année. C'était l'enfer, mes chances de rentrer à l'INSA étaient de moins 1000%. Deux choses ont régi ma vie pendant ce long parcours jusqu'au bac. C'était les livres dont vous êtes le héros, où j'adorais les lire, et j'ai terminé la collection il y a quelques mois. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un d'important. J'incarnais un héros. Et les contes de fées, que je retrouvais par le biais du cinéma ou par le biais de la littérature. Et ça me crée des univers énormes. Et je pensais que, justement, en vivant de ces deux-là, j'allais m'en sortir. Une des histoires qui m'a le plus marqué, il y a très longtemps, c'était l'histoire du petit tailleur. Vous la connaissez sûrement, c'est ce fameux petit tailleur qui vit d'habitude. Tous les jours, il fait exactement la même chose. Il recoud des vêtements et un jour, il décide de juste changer une de ses habitudes. C'est-à-dire qu'au lieu de manger du pain rassis avec rien dessus, il décide de dépenser un peu d'argent pour s'acheter un petit pot de confiture. Il recouvre de confiture sa tartine et le temps qu'il se retourne pour poser son couteau, il y a déjà 7 mouches sur sa tartine. Alors excédé, il prend un torchon, il tape sa tartine, il en tue 7 d'un coup et il s'écrie « J'en ai tué 7 d'un coup ». Et à ce moment-là, il dit ça à son voisin, qui va le répéter à quelqu'un d'autre et le répéter jusqu'à ce que la rumeur fasse qu'on lui dise « Il a tué 7 brigands d'un coup ». Et à ce moment-là, on vient le chercher et il se rend au château où il va avoir plusieurs défis qu'il va relever et à la fin, il terminera roi. Et ça m'avait marqué et je me suis dit « Waouh !» Mes professeurs, voilà ce que pensent mes professeurs de moi, et ils pensent que je n'arriverai à rien. Alors je me suis dit que comme ce petit tailleur, il y a une question clé, c'est quand est-ce que pour la dernière fois, j'ai fait quelque chose pour la première fois? Cette question, elle a changé la vie du petit tailleur, puisque pour la première fois, il mettait de la confiture. Je me suis dit que ça a changé sa vie. Si je faisais quelque chose pour la première fois, ça allait peut-être changer ma vie. Parce que faire quelque chose pour la première fois, c'est pas grand-chose. C'est d'aller tester une nouvelle cuisine dans un nouveau restaurant, c'est appeler un ami et refaire un projet qu'on a laissé dans un tiroir. C'est faire une petite chose nouvelle, comme quand on était jeune, quand on a enlevé les roues arrière de notre vélo, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris l'équilibre. Faire une nouvelle chose, c'est s'upgrader, c'est d'être bien meilleur, c'est de s'améliorer, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Et voici derrière moi ce que les professeurs pensaient de moi à l'époque. Trop effacé en classe, un comportement peu enclin au travail, élève difficile à cerner. Peu concerné par la formation, pas de travail, des absences. Élève beaucoup trop sûr de lui, dont le niveau s'est dégradé tout au long de l'année et qui, la plupart du temps, s'amuse à dissiper la classe. Alors, les chances du bac, j'ai réussi à avoir le meilleur score au pourcentage, j'étais à 1%. Seul un prof de maths a dit, bon, on va lui donner la probabilité. Donc, j'avais 1% de chance de réussir au bac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plongé dans mes livres dont vous êtes le héros, que je continue à lire, et dans ce conte du petit tailleur, et je me suis dit, je vais peut-être changer quelque chose. On arrive au bac de français, et je me retrouve avec cette liste que je n'ai jamais eue de 40 textes à proposer. On est mal. J'arrive devant l'examinatrice, un copain m'avait filé la liste de dernier avec les photocopies qu'il fallait des textes, il les avait en triple. Et donc du coup, j'arrive face à cette examinatrice, elle choisit Clair de Lune de Victor Hugo, et à ce moment-là, j'ai 10 minutes pour me préparer pendant qu'un autre passe devant l'examinatrice. 10 minutes, je me suis dit, je suis fan de la dernière séance d'Eddie Mitchell, j'aime le cinéma, les livres dont vous êtes le héros, je vais essayer de prendre cette scène du Clair de Lune de Victor Hugo comme une pièce de théâtre ou comme une scène de cinéma. Et je me retrouve face à elle, je lui raconte qu'il y a un réalisateur, qu'il y a des figurants, qu'il y a des premiers rôles, tout ça. J'invente tout un univers autour de ça. Voici la note que j'ai eue à l'oral. Alors l'écrit, c'était pas ça, parce qu'on ne peut pas tricher, mais voilà, la personne ne me connaissait pas et je pense que d'avoir changé cette manière de penser a fait que j'ai eu cette note. Ça m'a donné énormément de confiance en moi. Et à ce moment-là, je me suis dit que je pouvais avoir mon bac comme ce petit tailleur pouvait être roi. Et c'est ce qui s'est passé. Et de fil en aiguille, je me suis dit, j'avais vu Dumbo. J'ai découvert Dumbo juste après cette période du bac où en fait Dumbo essaye de voler et on lui donne une plume et avec cette plume, il vole. Et à un moment donné, il perd cette plume et il se retrouve en plein danger. On lui dit que la plume n'était juste un objet qui servait à rien et c'était pour lui faire prendre confiance en lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis sûr que je pourrais trouver un objet qui va m'accompagner toute ma vie. Cet objet, vous l'avez vous aussi. Cet objet, c'est une simple clé.
Analysons cette clé et prenons par exemple que quand il y a un pic vers le haut, c'est quand un événement bon vous arrive. Vous dites « Ah, bah, c'est génial, tout va bien, je suis dans la période haute ». Et quand quelque chose ne va pas bien, on prend le creux. Et quand quelque chose est stable, que c'est la routine, on va dire que c'est la petite barre stable. Et quand ça descend sur le fond, c'est en fin de vie. Ça, c'est plutôt les filles parce que justement, en fin de vie, rien ne va plus. Le corps change, tout change. Et donc, ça m'a rappelé un conte. Le conte, c'était celui du vieux sage. Il est très... Personne ne le connaît vraiment bien, ce conte. C'est l'histoire de ce sage qui est dans une cabane avec son fils en haut d'une colline, le village étant en bas, et un jour, un cheval vient lui rendre visite. Et là, les gens du village s'écrient « Ah, c'est génial, vous avez un étalon, vous allez pouvoir labourer votre champ. » Et lui dit « On verra ». Il commence à construire une clôture avec le bois qu'il avait gardé pour l'hiver, pour se chauffer. Et à ce moment-là, une fois la clôture terminée, le cheval prend son élan, saute la clôture et s'en va. Et là, les gens du village disent « Ah, mais c'est terrible, vous avez construit la clôture, il a plu, le bois est mouillé, vous n'avez plus rien pour l'hiver. » Et là, le vieux sage dit « On verra ». Une semaine après, le cheval revient avec une jument et un poulain. Là, les gens disent « Oh, mais c'est fabuleux, vous avez maintenant 3 chevaux, vous allez pouvoir labourer le champ et faire plein d'autres choses avec. » Et là, le vieux sage dit « On verra ». À ce moment-là, son fils essaye de monter sur l'étalon, et là, l'étalon prend un peu peur, il se câble, le fils tombe, il se brise les vertèbres, il ne marchera plus jamais. Les gens du village disent « C'est terrible, ce qui vous arrive est horrible ». Et là, le vieux sage dit « À ce moment-là, la guerre éclate, les hommes sont envoyés au front, l'enfant, lui, ne peut pas partir parce qu'il a les vertèbres, les femmes disent « C'est terrible, vous n'allez pas pouvoir, on va gagner cette guerre ». Malheureusement, la guerre est perdue, tous les hommes sont tués, et là, les gens disent « C'est terrible ». Votre fils a échappé à la guerre, s'il n'y avait pas eu ce cheval, vous en seriez sorti. Et là, le vieux sage dit cette fameuse phrase, on verra. Voilà comment le vieux sage considère la vie comme une clé inversée, c'est-à-dire qu'il ne pose aucun... Pour lui, les événements ne sont ni bons ni mauvais. Combien de fois avez-vous entendu de votre vie, c'est un bien pour un mal, ou c'est un mal pour un bien? Voilà, on met nos sentiments par rapport aux événements qui se posent en face de nous et on dit c'est bon ou c'est mauvais. Mais ce n'est pas du tout le cas, il faut prendre ça comme quelque chose de neutre et de voir sur le très très long terme. Et de là, je me suis rendu compte d'un personnage que j'aimais bien quand j'étais petit, c'est mon conte préféré, c'est le Petit Poucet. On le considérait comme quelqu'un de pas adapté. Dans son coin, les frères disent c'est un échec. Et un jour, la disette touche la famille, les parents sont obligés de se séparer des enfants, de les perdre dans la forêt pour que des seigneurs puissent les recueillir, afin de les nourrir. Alors la première fois, le Petit Poucet prend des petits cailloux, vous connaissez cette histoire, il sème le sol de cailloux pour retrouver la trace de sa maison. Il revient avec ses frères sont heureux, et tout se passe bien, la famille est contente, mais la famine continue. Et la disette est dure. À ce moment-là, les parents reconduisent les enfants dans la forêt, mais cette fois, ils enlèvent les pierres que le Petit Poucet avait dans ses poches. Mais lui avait été un peu malin, il s'était adapté à la première situation, il avait pris des morceaux de pain, il avait parsemé le chemin de pain, mais malheureusement, les oiseaux ont picoré ce pain. Donc il se retrouve sans chemin retour, et là, ses frères lui disent « C'est un échec, on va mourir mangé par les loups, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, le Petit Poucet s'adapte à la situation. Comme le vieux sage, il dit « On verra, on va continuer. » Et vous connaissez la fin de l'histoire, il rentre chez un ogre, il repart avec les bottes de 7 lieues, et il devient riche puisqu'il ramène la cagnotte de l'ogre. À ce moment-là, je me suis dit, un simple Petit Poucet a pu changer une chose, juste en ayant confiance en lui, en s'adaptant à la situation. Un autre l'a fait parce qu'il a considéré l'échec comme quelque chose de très différent. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai presque perdu 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. À votre avis, Michael Jordan. Alors j'ai fait une petite faute d'orthographe express pour voir si vous suiviez, c'est avec un K, on me l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, Michael Jordan, à l'époque, voulait être joueur professionnel de baseball. Et il s'est fait virer et il est devenu professionnel de basket. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'échec pour ces gens-là n'existe pas. Philippe Cadic dit, si la réalité, c'est ce qui vous restera, si vous cessez d'y croire. La réalité, si vous abandonnez, c'est ce qui vous restera. Par contre, si vous continuez à y croire, vous continuez à écrire l'histoire. C'est ce qu'ont fait beaucoup de gens. Vous allez le voir, parce qu'il faut savoir une chose, la NASA, par exemple, vous dira que échouer n'est pas une option. Pour eux, échouer, c'est dramatique. Non, pour moi, échouer doit être une option. Vous devez échouer pour vous améliorer. Vous devez considérer l'échec comme une option. Par contre, ce que vous devez sortir de votre vie, c'est de vous dire que la peur est une option. Non, la peur n'en est pas une. La peur est un choix. Il y a 2 types de peur. La première, celle d'un événement qui va vous arriver, une voiture qui fonce, ça c'est une vraie peur. Et puis il y a l'autre peur, les films. Je n'ose pas faire ça parce qu'il va m'arriver ça. Je n'ose pas draguer la fille au premier rang parce qu'elle me dira non. Je n'ose pas faire un TEDx parce que je vais être ridicule sur scène.
Ça, c'est vous le meilleur réalisateur de ses propres peurs, parce qu'elles n'existent pas. Elles n'existent que dans vos têtes. Regardez, je vais vous montrer des gens qui n'ont pas eu l'échec en tête. Steven Spielberg, il a été recalé 3 fois à ses études de cinéma. Ok, il n'a pas fait d'études de cinéma, il est rentré chez Universal par la petite porte et il a fait son métier. Il a fallu à Harry Potter 8 maisons d'édition, 8 refus pour pouvoir enfin exister avec un tout petit éditeur. Ce n'est pas des gros chiffres là, on va le monter d'un cran. Walt Disney, 301 banques, 301 refus pour proposer son parc à thème. On va plus loin. 1161 refus de restaurants pour acheter la recette secrète du colonel. Juste pensez à ça, 1161 refus. Vous, dans une vie, à quel moment sur un projet vous allez vous arrêter? 100 refus, 10 refus, 15 refus, 200 refus? Ce mec-là, le colonel, a fait du nord au sud, de l'est en ouest des États-Unis pour proposer cette recette. Il a fait tous les États-Unis pendant une période de 10 ans. Et vous savez qui est le colonel? C'est celui qui a monté KFC. Quand vous allez chez KFC, dites-vous qu'il a été refusé 1161 fois. Et vous tous, dans cette salle, même moi y compris, on a tous échoué plus de 2000 fois sans nous en rendre compte parce qu'on n'avait pas la connaissance de ce mot « échec ». Parce qu'il faut à peu près 2000 tentatives à un enfant pour marcher. Et pourtant, ça ne nous a pas gênés. Je me suis demandé d'où venait le mot « échec » et je me suis rendu compte que le mot « échec » vient de mon entourage, de ma famille, de mes amis et parfois même de mes collègues qui me disent « tu ne vas pas y arriver, ne le fais pas ». Ça, c'est le bruit du monde, ce sont les mangeurs de rêves. Gardez ce qu'il y a pour vous, à l'intérieur de vous, comme une valeur sûre, comme une réalité. Continuez. Et vous allez voir que les gens vont essayer de pervertir les choses. Comme ce conte, vous connaissez tous le petit chaperon rouge. Qui connaît vraiment la fin du chaperon rouge? Certains d'entre vous me diront, le chaperon rouge, au final, il se fait aider par le bûcheron qui arrive. Un autre, là, dira, oh non, 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 c'est le chasseur qui rentre dans la cabane et qui tue. D'autres diront, non, non, c'est la grand-mère qui sort du placard, ouvre le ventre du loup, sort le petit chaperon rouge, remplace par des pierres et le loup se fait tuer. Faux. La vraie fin, c'est que le petit chaperon rouge se fait manger. Pourtant, nous avons toutes ces fins différentes, c'est happy end, parce que la censure de l'époque l'exigeait, et surtout que nos parents nous ont retransmis ce message, et nous le retransmettrons à nos enfants. Donc quand on parle de l'échec, d'un échec où on vous dit, on le garde, quand quelqu'un vous dit, vous n'allez pas y arriver, si vous prenez ça comme content, c'est ce qui sera votre réalité. Et je vais vous montrer 2 exemples. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé manger chez une amie, et elle prend le jambon et elle coupe les coins de ce jambon. Et je dis, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu l'as pris avec les doigts et du coup tu préfères couper les angles ne sachant plus quel angle tu as touché? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a du gras sur la périphérie? Elle me dit, non, je ne sais pas, mais ma mère me disait de faire ça et elle l'a toujours fait. Je demande si on peut appeler sa mère. On appelle sa mère et à ce moment-là, elle me dit, on faisait ça dans la famille, ma mère le faisait et voilà. Alors là, du coup, je dis, pourvu que la grand-mère soit en vie, on appelle la grand-mère. La grand-mère est en vie et je me dis, pourvu qu'elle ne me dise pas que c'est l'arrière-grand-mère. Sinon, ça va aller loin. Et elle me dit, non, non, je faisais ça parce que le jambon ne rentrait pas dans mon plat. Faisons un test. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez une étoile filante dans le ciel? Vous faites tous la même chose. Vous faites un vœu. Je suis allé à l'origine de cette histoire, ça remonte à la Grèce antique, où en fait, la vraie chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un vœu dans la journée, et quand vous voyez une étoile filante, le vœu va se réaliser. Ce qui veut dire que quand vous voyez une étoile filante dans le ciel, c'est le vœu de quelqu'un d'autre qui se réalise. Le monde change et le conseil reste. Et c'est ce conseil qu'il faut éviter, parce qu'il est toujours là, mais il y a un conseil que j'ai apprécié dans ma vie, c'est cet arbre de vie égyptien. Il date de 3000 ans. Il y a 5 oiseaux. Le premier, la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Le premier oiseau, vous le voyez, il est sur la branche la plus basse. Il n'attend rien de la vie. L'enfant, lui, d'un coup, que ce soit une fille, elle veut devenir vétérinaire, un garçon, un pilote d'avion, lui attend quelque chose de la vie. Il voit beaucoup de potentiel et de futur possible. Donc, on est sur la branche un peu plus haute. L'adolescent, lui, maintenant, est sur la branche la plus haute. Pourquoi? Parce qu'il croit que tout est possible et qu'il croit qu'il va réussir. Mais le monde extérieur l'étouffe. Le conseilleur d'orientation, vous la connaissez tous. Elle vous est tous dit, non, c'est pas possible, vaut mieux être coiffeur. Moi, elle me disait, travaille dans un restaurant. Et donc, du coup, ce monde extérieur vous étouffe, et à ce moment-là, l'âge adulte, on descend d'une branche, et là, l'adulte ouvre ses ailes, parce qu'il décide de s'envoler, il décide de faire quelque chose. Mais si c'était le cas, il n'y aurait aucun oiseau sur la dernière branche, parce qu'il se serait envolé. Pourquoi il y a un oiseau sur la dernière branche? Tout simplement parce qu'il a décidé de s'envoler, mais il n'a pas agi. Il est resté sur cette branche. Tous les oiseaux regardent vers le futur, sauf celui de la vieillesse qui regarde vers le passé. C'est ça qui est terrible. Ne pas croire en ses rêves, ne pas les défendre, ne pas s'y accrocher, c'est ce qui fait que
ça n'existe plus et à un moment donné, les regrets restent. J'ai beaucoup croisé de gens qui disent « j'ai réussi à faire ça », et toutes les fois où ils échouent, « ah, j'ai échoué à cause des autres, j'ai échoué parce qu'il y avait ça », elles se trouvent des excuses. Mais au final, la vraie réalité, ce n'est pas ça. Je me suis rendu compte que ceux qui réussissaient avec les autres et échouaient par eux-mêmes parce qu'à un moment donné, ils décidaient d'abandonner. Et cette phrase me restait beaucoup. Et elle me faisait penser à un conte qui s'appelle Le Chat Botté. Un meunier vient de mourir, il lègue à ses 3 fils des biens. Le premier gagne une maison, le deuxième gagne le bétail et le troisième juste un chat. Il décide de manger le chat et le chat dit « Attends, faisons équipe, travaillons ensemble, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Donnons-nous la main. » Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il devient roi. Le Chat Botté, c'est vous, c'est votre copain de classe, c'est n'importe qui est à côté de vous. Moi, par exemple, je suis ici tout simplement parce que Patrick Beau, un jour, m'a dit « ça te dirait de faire ça ?» Et Florian et son équipe m'ont aidé à venir sur scène. Et je trouve que ce sont mes chapeautés du moment. Il y en a partout autour de vous, ils sont éphémères, ils sont là. Il suffit juste de les reconnaître. Et ces gens-là, ce sont des gens bienveillants. Des gens qui vont vous écouter et aller dans le sens de votre projet. Par contre, fuyez les voleurs de rêves, fuyez-les. Vous allez les reconnaître, c'est toujours ceux qui vont vous dire « c'est pas possible, tu n'y arriveras pas » parce que dans leur monde et dans leur réalité à eux, c'est impossible. Mais pas dans la vôtre. Continuez à avancer sur ça. Soyez aware. Il y a un film que j'aime beaucoup qui montre l'histoire du petit tailleur, c'est pour moi l'histoire moderne du petit tailleur. Vous l'avez peut-être sûrement vu, c'est l'histoire d'un mec qui vit tous les jours le même jour. Mais c'est marrant parce qu'on ne parle que de ce jour-là. On ne parle pas des jours avant, parce que ce ne serait pas intéressant à filmer. Mais il faut savoir que ce mec-là, tous les jours de sa vie, vit la même routine. Sauf qu'à un moment donné, il vit le même jour. Mais avant, il avait la même routine. Mais en vivant ce même jour, il décide quoi? De se suicider. Parce qu'il se rend compte d'une chose, c'est que sa vie n'est qu'une suite de routines et que le temps passe vite et que ça ne l'intéresse pas. Et pourtant, à un moment donné, il change d'état d'esprit. Sa manière de penser change. Il décide d'être meilleur, d'apprendre à faire du piano, de faire de la sculpture sur glace, d'aider dans une association des SDF. Et il commence à rencontrer des gens qui l'apprécient. Et lui apprécie enfin les gens. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il rencontre l'amour de sa vie et tous ses projets se changent. Et c'est ça que je trouve important. C'est justement de pouvoir changer ça. Et vous pouvez le faire. Il suffit juste de faire un pas, de prendre une nouvelle décision comme lui. Car cette question qui est « quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois ?» c'est extrêmement important. J'essaie de faire une chose tous les jours. Et vous verrez que faire une chose tous les jours, ça devient un automatisme. Exemple, aujourd'hui, je fais ma première fois avec vous. C'est mon premier TEDx de toute ma vie. Et il faisait partie d'une liste de 101 choses que je voulais faire dans ma vie. Et comment ça s'est fait? Je n'en ai pas parlé naturellement. Patrick en parle et voilà. Et je n'en aurais jamais parlé. Une première fois. Merci. Et il me reste 5 secondes pour vous dire que ma première fois, demain matin, je vais aller voir le spectacle de Guignol dans le Vieux-Lyon parce que ça sera ma première fois. Merci à vous.